Bonjour Sonia, Bonjour, comment ça va? ça va très très bien. Je suis super contente de te recevoir aujourd'hui sur Joueuse et je suis super contente que tu nous reçoives toi aujourd'hui à Chelsea. Ça faisait un an qu'on était censé faire cette interview avec toi. Alors je n'étais peut-être pas au courant, mais ça fait un an qu'on essaie de te recevoir, de faire en sorte que tu nous racontes ton parcours et on a dû attendre que tu traverses la Manche Ouais, pour te recevoir ici à Londres. Comment tu te sens? ouais, je me sens super bien. C'est marrant que vous me disiez ça parce qu'effectivement, j'étais pas forcément au courant de cette interview et il a fallu attendre effectivement que je sois maintenant à Chelsea. Mais écoutez, ouais, je me sens très très bien. Comme je l'avais dit, en fait, je pense que j'étais à un moment de ma carrière où j'avais besoin d'un nouveau challenge. Et franchement, même si c'est le tout début, je me sens déjà comme chez moi ici et j'ai été très très bien accueillie. Je parle de moi, mais aussi l'ensemble de mon staff, Camille, Théo. Et du coup, voilà, on sait qu'on est dans un très très grand club. Génial. Et nouveau challenge, nouvelle ville, nouveau club, nouvel effectif. Et quel effectif? Un effectif incroyable. On a un peu l'impression que tu nous fais une Arsène Wenger en nous ramenant plein de joueurs français, françaises, plein de joueuses françaises aujourd'hui à Chelsea. Comment ça s'est fait? Ouais, c'est vrai que j'avais pas fait ce parallèle-là, mais en tout cas, voilà, pour être complètement honnête, il y a des joueuses françaises qui étaient déjà aussi ciblées avant mon arrivée à Chelsea. On a très rapidement travaillé ensemble avec Paul Green, qui est le directeur général, le manager de la section féminine. Et c'est vrai que voilà, quand il m'a parlé de certains profils, j'ai de suite été d'accord parce que c'était des profils de très haut niveau. Et dernièrement, voilà, on a fait encore quelques profils français. Je pense que voilà, c'est une bonne chose, même si encore une fois, voilà, on est en Angleterre, on est à Chelsea, c'est un club anglais et c'est ce qui prédomine. Génial. Tu verras sur Joueuse, on est plutôt détendu en termes d'ambiance, d'atmosphère, donc on se tutoie, tu as commencé à nous vouvoyer, tu peux me tutoyer, on peut se tutoyer. Euh, Je suis hyper contente de te recevoir aussi parce que Sonia, tu étais un peu le symbole de cette conquête du foot féminin. J'étais un peu stressée avant de venir, j'ai pas Ah honte ouais. de le dire. Pas parce que je suis impressionnée par le club, c'est un club incroyable, mais impressionnée par ton parcours et parce que je vais apprendre beaucoup de choses avec toi aujourd'hui et toutes les personnes qui vont nous écouter aussi. Tu as commencé à La Roche-sur-Yon quand il y avait personne qui croyait en vous. Tu avais Peu de personnes, hein, peu en de tout cas. personnes, pardon, peu de personnes. Tu avais un travail en plus de ton statut de joueuse. C'était compliqué. Et en fait, de conquête en conquête, de victoire en victoire, vous êtes allé chercher ça avec des joueuses comme Camille Abili, comme Elodie Thomis et plein d'autres. Je pense aussi à Ouda Lataf. J'ai hâte qu'on décortique tout ça de point en point. Et pour commencer, peut-être, une question qui peut paraître très simple, mais qui est très compliquée. Est-ce que tu peux te présenter? Ouais, c'est vrai que c'est compliqué pour moi. Tout simplement parce que j'aime pas forcément parler de moi-même et me mettre en avant, même si forcément mon job et mes responsabilités font que je suis sur le devant de la scène. Mais ouais, je suis ancienne joueuse de football pendant de nombreuses années. J'ai eu un parcours en France où j'ai côtoyé plusieurs clubs. Mes premiers succès, notamment avec Montpellier, mais avant ça, j'ai intégré Clairefontaine en 98, juste après que les garçons aient été champions du monde. J'ai été effectivement aussi à La Roche-sur-Yon. Et puis après mes premiers succès à Montpellier, j'ai eu la chance et le bonheur de rejoindre l'Olympique Lyonnais et le président Jean-Michel Aulas, où là, je pense, j'ai vécu voilà, des moments très forts dans ma carrière de joueuse. À travers ce parcours, j'ai pu aussi vivre l'amateurisme, vraiment, le tout début, et ça me plaisait énormément. Le semi-professionnalisme à Montpellier et le professionnalisme à Lyon. Donc voilà, c'est une carrière que j'ai construite. Tu l'as dit, je parle de moi, mais il y a eu aussi pas mal d'autres joueuses et des staffs qui m'ont accompagnée. Et c'est vrai qu'à travers ce parcours, voilà, j'ai progressé, j'ai appris énormément de choses, j'ai côtoyé énormément de gens qui m'ont beaucoup apporté aussi. Et ça a été très, très enrichissant. On va en parler étape par étape. C'est plus de 20 ans de carrière? Ouais, 20, ça doit être ça, je 25? calcule, enfin, Ouais. je sais pas exactement, Ouais. mais oui, je pense qu'il y a plus d'une vingtaine d'années au haut niveau, ouais. Tu as évoqué les différents chapitres, chapitre par chapitre, amateurisme, semi-professionnalisme, professionnalisme en tant que joueuse et aujourd'hui en tant que coach. Moi, je veux qu'on revienne au tout début de Sonia, quand tu étais toute jeune. Tu disais dans des interviews que tu t'es retrouvée au bord des terrains, que tu ne savais pas quoi faire parce que tu attendais une personne en particulier et que tu jouais au foot avec des gens. Qu'est-ce que tu faisais au bord des terrains? Ouais, en fait, c'est vrai que
voilà, le foot, c'est ma vie, en fait, depuis que je suis toute petite. J'ai une famille qui est voilà, impliquée énormément depuis de nombreuses années dans le football. Mon papa était un arbitre. Mon grand frère a beaucoup joué aussi. Il a fait certains centres de formation en France. Donc, notre rythme de vie était dicté par le football et notamment les week-ends. Le samedi avec mon grand frère au bord des terrains, le dimanche avec mon papa aussi. Et donc, souvent, voilà, ma maman, mon petit frère, moi-même, on les accompagnait. Et des fois, j'attendais de trouver des copains-copines pour jouer, comme dans la cour d'école. Et quand c'était le cas, souvent, on jouait au ballon. Mais j'adorais ça, en fait. C'était ce que je préférais faire depuis toute petite. Et j'ai eu la chance d'avoir une jeunesse très heureuse. Et tu as commencé à le faire en zone technique. Et tu te rendais pas compte que tu allais aussi finir en zone technique plus tard en tant que coach, puisque tu jouais en bord de terrain, finalement. Ouais. Alors, c'était plutôt des champs que des terrains à l'époque. Parce que du coup, mon papa arbitrait à niveau district. Donc, voilà, sans vouloir dénigrer les infrastructures. Mais c'est vrai que voilà, les terrains n'étaient pas de la qualité de ceux que j'ai pu connaître sur la fin de ma carrière de joueuse et encore moins maintenant en tant qu'entraîneur. Mais voilà, ça me suffisait largement à mon bonheur. Et du coup, j'étais heureuse, en fait. J'étais dehors, je jouais avec du monde, j'avais un ballon. Et c'est ce qu'il me fallait. C'est marrant que tu parles de ça et que tu parles du fait que justement c'était une notion de plaisir et le fait que ça te rendait heureuse. Moi je dis souvent, je viens du Maroc, je viens de Casablanca au Maroc et on a un rapport très passionnel et fusionnel avec le football. Alors c'est un peu la première, plutôt la seconde religion au Maroc, comme dans des pays comme le Brésil. Et je dis souvent, moi il y a deux choses qui m'ont forgé qui ont structuré ma pensée. C'est le football dans la rue et Taylor Swift. Totalement ridicule. Voilà, les opposés. C'est totalement opposé. Mais est-ce que tu penses que jouer au football, ça t'a structuré en tant que personne, ça t'a forgé dans ta personnalité ? En tout cas, si on revient un peu à ce que tu disais en termes d'origine, j'ai aussi des origines portugaises. Donc je pense que tu parlais de religion. Au Portugal, le football fait partie de la religion. Et c'est vrai qu'on est complètement passionné. Je dirais que le football, en fait, encore plus maintenant, je m'en rends compte quand je me retourne et je vois toutes ces années qui ont passé, oui, a dicté mon rythme de vie, en tout cas, et j'ai adoré ça, parce que je pense que j'ai une personnalité où j'ai besoin que les choses soient structurées, organisées. Je suis très soucieuse du détail, je suis très perfectionniste, et en fait, le haut niveau m'a apporté ces choses-là. Donc voilà, je pense que on peut dire que ma personnalité s'est très bien adaptée à ma carrière de joueuse, mais ma carrière de joueuse aussi m'a énormément enrichie dans ma personnalité et dans ce que je souhaitais accomplir dans la vie. Donc cette notion de compétitivité, tu l'avais déjà en étant enfant avant de jouer au foot et ça s'est développé en commençant à jouer ? Je dirais que je l'avais déjà depuis le plus jeune âge, tout simplement parce qu'en fait, je jouais beaucoup avec mon grand frère qui a 4 ans de plus que moi et dans tout ce qu'on faisait, il était meilleur. Et ça me mettait une rage pas possible en fait, parce que du coup, voilà, dès qu'on jouait au foot, il était meilleur, dès qu'on jouait au ping-pong, il était meilleur, tous les sports en fait qu'on faisait. Et en fait, il me mettait tellement la haine parce que j'arrivais pas à le battre qu'à la fin, j'étais très mauvaise joueuse. Et du coup, ça finissait toujours par, quand on jouait au foot, je lui mettais des coups de pied dans les tibias. Quand on jouait au ping-pong, je lui lançais la raquette à la fin du match. Et du coup, je pense que ces épisodes-là, en fait, de notre jeunesse, ont fait que je me suis forgé un caractère m'a permis, je pense, dans ma carrière en tout cas, d'aller le plus haut possible. Il s'appelle comment ton frère ? Pedro. Pedro. Est-ce que tu remercies Pedro souvent d'avoir forgé ça en toi ? Ouais. En tout cas, il a contribué énormément à ça. Il le sait. On en parle régulièrement. Mais voilà, j'ai toujours eu ma famille qui m'a entourée, qui m'a supportée. Au départ, ça a été un petit peu difficile pour ma maman parce que j'étais sa fille unique. Et du coup, elle voulait que je puisse faire autre chose que du football, surtout à une époque où voilà, le football pour les filles, c'était très compliqué au niveau des mentalités. Donc en fait, elle a essayé à un moment donné de m'orienter vers d'autres disciplines, mais j'ai pas lâché l'affaire. Et du coup, donc ils ont tous contribué à leur manière à me supporter et à être autour de moi, ce qui, voilà, aujourd'hui, pour moi, est une fierté. C'est une question justement que j'allais te poser, de savoir quelle était la perception de ton entourage, parce que ce soit avec des joueuses pro ou des personnes qui apprécient un sport qui est généralement destiné aux hommes, il y a toujours cette perception, ce regard extérieur, un peu de mépris. À quel moment tu as ressenti ce regard un peu particulier autour de toi ? Dès le plus jeune âge. Parce que je le disais, quand j'ai commencé à jouer au football, j'avais 4-5 ans sans jouer dans un club comme ça en bas de chez moi. Et après, à 6 ans, j'ai voulu avoir ma première licence. Donc, dès le plus jeune âge, j'ai senti que quand tu étais une fille et que tu voulais faire du foot, c'était quelque chose qui n'était pas normal, pas accepté dans la société, tout simplement. Les réflexions
t'es un garçon, les moqueries parfois quand j'étais dans l'équipe et que du coup les joueurs de l'équipe adverse disaient oh, bah, ça va être facile aujourd'hui, ils ont une fille dans leur équipe donc on va facilement gagner. Donc en fait tout ça, ouais, c'est des sentiments que j'ai eus dès le plus jeune âge, mais c'est des réflexions, des moqueries ou des phrases qui m'ont forgé moi Oui. et en fait qui m'ont donné envie justement de prouver que ce que les gens disaient, je m'en fichais entre guillemets, je voulais passer au-dessus et surtout j'avais déjà cette volonté d'avoir ma propre indépendance et vouloir faire ce que je souhaitais, ce qui me rendait heureuse en fait tout Et simplement. justement leur prouver qu'ils avaient aussi tort, même si ce qu'on fait finalement, c'est pas une volonté de prouver aux gens, mais c'est aussi leur dire bah voilà, vous avez tort, on a le niveau, on est capable de jouer et on va vous le démontrer. C'est sûr. Ouais, et je suis aussi très contente de t'avoir parce que c'est un timing exceptionnel. Ouais. Tu viens d'arriver à Chelsea. On le disait, un effectif incroyable. On parle d'une nouvelle ère à Chelsea, c'est l'élément de langage qui arrive très régulièrement. Ouais. Une nouvelle ère, et c'est réellement une nouvelle ère que tu incarnes, toi, en tant que coach, après toutes ces années avec Emma Hayes. Quand tu penses à ton arrivée, à ta préparation, quel est l'héritage que tu veux laisser au sein de Chelsea? Parce que quand on arrive, évidemment, on se projette loin. Toi, c'est quoi l'héritage que tu veux laisser aujourd'hui? Ouais, je démarrais quand même par dire que j'ai beaucoup de respect pour le travail qu'Emma a réalisé durant de nombreuses années ici dans le club. Il faut savoir qu'elle a démarré au plus bas et qu'elle a tout construit. Pas toute seule évidemment, mais elle a été la figure emblématique. Du coup, j'ai beaucoup de respect pour ça. Elle m'a laissé le club voilà, vraiment entre de bonnes mains et à la fois sur une bonne place. Et du coup, ça me permet, moi, d'apporter ma vision des choses, ma philosophie. Oui, on parle d'une nouvelle ère parce que quand le club a été coaché par la même femme depuis 12 ans, c'est un gros changement. Bien sûr. C'est un gros tournant. Et en même temps, je pense qu'on est dans une forme de continuité parce que Chelsea avait vraiment la volonté de pouvoir avoir une manager femme. C'était important pour eux. Ils souhaitaient aussi garder de la continuité en termes de compétences. Je pense que je suis quelqu'un qui ne me projette pas énormément dans le futur. Quand je dis ça, c'est forcément quand on est manager, on a besoin d'anticiper, de voir des projets à long terme, moyen terme. Mais dans l'action au quotidien, je suis plus au jour le jour. Donc aujourd'hui, la réalité, c'est que j'ai un contrat de 4 ans avec Chelsea. Donc ça me permet d'avoir du temps, 4 ans. Ça me permet de construire les choses sur du moyen terme. Mais je sais que quand on est à un poste comme celui de manager de Chelsea, seuls les résultats comptent. Et si les résultats ne sont pas là, ça peut très vite se terminer. Donc c'est la réalité des choses, mais ça ne me met pas forcément de pression négative. J'ai l'habitude de ça. Je suis plutôt contente d'avoir ce type de pression parce que ça me stimule au quotidien. Et en fait, je me dis, 4 ans, ça me laisse le temps de construire, d'avoir une vision à moyen terme, de pouvoir structurer les choses, mettre des choses en place à la fois pour l'équipe première, mais aussi pour l'ensemble du club. J'ai déjà eu l'occasion de rencontrer le directeur de l'académie, des membres des staffs, des équipes plus jeunes. J'ai maintenant, aujourd'hui, même si ça fait que 5 semaines qu'on a commencé à travailler une vision globale du club et c'est très important. En tout cas, c'est comme ça que je souhaite aussi être impliquée et essayer d'apporter aussi mon expérience et mes compétences. Il y a un objectif ultime qui est celui de gagner la Ligue des Champions, qui est le titre qui est visé par Chelsea. Avant de parler de tout ça, moi j'ai envie de savoir, je suis très curieuse, j'aime bien savoir quelles sont les coulisses, justement, comment on fait pour, en tant que coach, signaler, mettre en avant un intérêt pour un autre club, et comment un club nous approche, comment ça se passe concrètement, c'est quoi les coulisses de ce genre de process? Je pense qu'il y a différentes façons. Après, me concernant, ce qui s'est passé, c'est que c'est vrai que ça faisait 3 ans que j'étais avec l'équipe lyonnaise. J'étais comme chez moi. Je l'ai souvent dit. J'étais très heureuse dans le projet lyonnais. Il faut aussi le souligner. Mais je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir de nouveaux défis, nouveaux challenges. Et je sentais que après 3 ans à la tête de l'équipe lyonnaise, c'était certainement le bon timing aussi pour rebondir ailleurs et faire autre chose. Parce que on a parlé des 12 ans d'Emma avec la même équipe, au même club. Je pense que pour moi, après 3 ans avec le même groupe, parce que le groupe lyonnais avait peu évolué, je pense qu'il peut y avoir une forme de lassitude dans le message. Il peut y avoir aussi des personnes qui s'installent dans une zone de confort. Ça, comment on le remarque? Comment on le constate, ce genre de choses? En fait, tout simplement parce que dans ma manière de manager, c'est des choses, voilà, après un cycle de 3 ans, il faut se poser des questions. La remise en question, c'est quelque chose que j'ai toujours eu dans ma carrière d'ancienne joueuse, dans ma carrière d'entraîneur. Et en fait,
j'ai toujours cette volonté de me renouveler. C'est-à-dire que je sais qu'en termes d'expérience, il y a des choses qui fonctionnent très bien et c'est ma base de travail. Mais je suis aussi quelqu'un de très curieuse. J'aime partager, échanger. Et je sais qu'à un moment donné, c'est toujours intéressant de pouvoir avoir un nouveau discours. Ça stimule, en fait, tout simplement. Donc, en fait, c'est une réalité qui existe pour moi, mais aussi pour mes joueuses. Et en fait, quand je me questionnais de savoir parce qu'il me restait 1 an de contrat à Lyon. Et du coup, quand je me suis questionnée de savoir ce que je pouvais sur cette dernière année encore apporter à l'équipe lyonnaise, c'est peut-être là où je me suis dit, à un moment donné, j'ai beau vouloir me renouveler, c'est dur de se renier et de changer complètement de mode de management, de mode d'entraînement sur les séances, avec mon staff aussi. Voilà, on a des idées fortes, donc je pense que c'était le bon moment parce que j'avais senti que peut-être c'était difficile pour nous de pouvoir apporter des nouveautés par rapport à tout ce qu'on avait fait pendant 3 ans. Il faut beaucoup d'humilité aussi pour prendre ce genre de décision, de finalement penser qu'on est... ça peut paraître particulier la manière dont je vais le formuler, mais tu as passé de nombreuses années dans ce club et de finalement se dire on n'est pas indispensable à un club et on peut aller dans d'autres endroits pour renouveler, mener de nouveaux challenges finalement. Ouais, c'est vrai. Je pense pas tout le monde a cette manière de penser. Je sais pas si c'est de l'humilité, mais en tout cas, j'ai toujours fait en sorte que l'institution, peu importe dans quel club je sois, soit au-dessus de moi-même. Et dans ma manière de réfléchir au quotidien, de penser, de construire les choses, l'institution sera toujours placée au-dessus de moi-même. Et donc, comment ça se passe? Tu fais comme nous sur LinkedIn, tu mets Open to Work et en fait, tu as plein de gens qui t'appellent? Non, alors j'ai la chance de ne pas avoir besoin de faire ça. On va dire que c'est vrai que j'ai eu la chance de coacher l'OL. J'ai été pendant 8 ans directrice de l'académie, pendant 3 ans à la tête de l'équipe féminine qui est une des meilleures équipes au monde. Donc en termes de pédigré et de CV, c'est sûr que voilà, ça aide. Donc aujourd'hui, comme je disais, Chelsea était à la recherche de plusieurs critères. Je faisais partie des candidats ou des candidates qui cochaient ces critères-là et du coup, ils sont tout simplement venus à moi en me demandant si le projet de Chelsea était quelque chose qui pouvait m'intéresser. Donc on s'est rencontrés, on en a discuté. Donc c'est vrai que c'était particulier pour moi parce que comme je disais, je suis quelqu'un qui suis très respectueuse. Je savais que j'étais encore sous contrat avec l'OL. Donc voilà, les premières discussions, pour moi en tout cas, n'engageaient à rien. Et c'est à partir du moment où j'ai senti que déjà pour Chelsea, ils avaient envie de passer la vitesse supérieure où je leur ai dit, voilà, j'ai besoin de parler avec le club parce que la situation, vous la connaissez, il me reste 1 an de contrat et je veux surtout bien faire les choses parce que je suis quelqu'un qui, voilà, en termes de valeur, a besoin de faire les choses de manière très respectueuse. Correctement. Et alors, quand on reçoit cette proposition-là, on se prépare en regardant des centaines et des centaines d'heures de vidéos du club. On en discute avec son staff rapproché. On prend des cours d'anglais encore plus pour essayer justement de se projeter dans cette nouvelle aventure. Comment on se prépare à ça? Il y a pas mal de choses. Je pense que la première, c'est de se dire il y a l'intérêt d'un grand club. Et du coup, déjà, c'est très flatteur. C'était très flatteur pour moi. Ensuite, ce qui a fait la différence, c'est de se dire c'est un nouveau projet et un projet familial. Je pense que ça, c'était quelque chose qui a fait pencher la balance en faveur du projet de Chelsea. Parce que même si notre famille était heureuse à Lyon, on avait tout ce qu'il fallait pour être très épanoui, mais c'était l'opportunité en venant à Chelsea de donner la possibilité à mes enfants de connaître un nouveau pays, une nouvelle culture, une nouvelle mentalité et surtout d'apprendre l'anglais. Donc ça, c'était quelque chose qui était au-dessus de tout dans la décision. C'était important de pouvoir savoir que le club de Chelsea avait aussi envie que toute la famille vienne à Chelsea. Donc ils nous ont vraiment supporté de la meilleure des manières pour que ça puisse se faire. Et puis après, une fois qu'on rentre dans toute cette démarche, on va dire, l'étape d'après, c'est de se dire ok, on va y aller et du coup qu'est-ce qu'il faut? Oui, il faut améliorer notre anglais, il faut chercher une école pour les enfants, il faut chercher une nouvelle maison et ça, c'est pas des petites démarches, mais en tout cas on a eu tout le support du club pour que ça puisse bien se passer. Tu avais un énorme rétro-planning avec plein de tâches à accomplir et c'est intéressant ce que tu dis sur la famille, finalement que ton choix a été drivé principalement par d'abord
par la famille, d'abord et aussi par la famille. Alors, je me permets quand même de dire que je savais que le choix était certainement drivé par la famille, mais je venais dans un club qui avait d'énormes ambitions, avec d'énormes moyens aussi, et que c'était une forme de continuité aussi dans ma carrière professionnelle. Totalement. Ce qui est important. Totalement. Et moi, je suis curieuse aussi de savoir comment on construit les choses en tant que coach, quand on arrive dans une équipe qui, comme tu le disais, qui est habituée à jouer dans un système en particulier, avec une coach en particulier, avec des process en particulier. Comment ça se passe? Est-ce qu'on part d'un style de jeu que tu as et ensuite on façonne l'effectif en fonction de ça? Comment tu vois les choses? Je pense que je suis quelqu'un de très méthodique. Pour moi, ce qui est important, c'est déjà de partir d'une vision, d'amener ma philosophie dans cette vision avec mes valeurs, de me dire que dans cette vision des choses, il faut que je fasse en sorte qu'elle soit partagée par l'ensemble du staff, par les joueuses. Pour ça, il faut que je puisse avoir dans mon staff des personnes qui soient mises au sein de l'organisation à la bonne place. Donc c'est tout simplement dans ma vision avoir les bonnes personnes à la bonne place, qu'elles puissent être en capacité de diffuser mon message au sein du staff, au sein du vestiaire, avec les joueuses. Et du coup, quand vous savez que vous avez les bonnes personnes à la bonne place, c'est déjà plus facile d'organiser, de structurer et d'avancer dans le projet. Donc ça, c'est une première étape. Une fois que vous avez franchi cette étape, après, c'est partir de vos convictions, votre modèle de jeu, faire en sorte que les joueuses comprennent parfaitement ce que vous attendez d'elles sur le terrain, à la fois collectivement et individuellement. Donc c'est faire des rendez-vous en one-to-one avec elles, en collectif, faire des réunions d'explication. Ça demande énormément de travail. Le travail collectif, c'est à travers les séances d'entraînement tout au long de la semaine. C'est aussi des séances d'entraînement plus individuelles pour que les joueuses comprennent individuellement quelles sont nos attentes. C'est énormément de réunions avec le staff, avec les joueuses pour faire comprendre la philosophie, le management, le leadership. C'est aussi beaucoup de réunions sur le modèle de jeu avec des feedbacks en vidéo. Feedback vidéo avec les joueuses, l'équipe, mais aussi individuellement, des fois par petits groupes. Donc en fait, c'est un travail au quotidien qui est énorme. Donc encore plus en début de saison. Et pour ça, c'est important d'avoir un staff qui est à la fois en quantité et en qualité présent pour pouvoir répondre à toutes ces attentes et à toutes ces demandes et surtout continuer à diffuser votre message. Et un staff que tu recrutes toi-même ou tu hérites de l'existant ou tu fais des mix entre ça? Comment ça se passe? Les choses étaient très claires avec Paul Green. En fait, déjà avec le Brexit, c'est quand même plus difficile d'apporter des compétences venues d'un autre pays. Donc j'avais été claire en disant que si jamais il faisait le choix de me choisir avec Camille, on voulait absolument venir avec un autre adjoint, Théo Riverain. Et après, Paul a été très clair. Il m'a dit que c'était une possibilité, mais qu'ici à Chelsea, il y avait déjà beaucoup de monde dans le staff, en nombre et en compétences, et qu'il fallait aussi qu'on puisse s'appuyer sur ces personnes-là. Ce que je trouvais très cohérent, j'étais alignée sur sa vision, on était sur la même longueur d'onde, donc ça m'allait très bien. Et quand tu penses au staff des équipes dans lesquelles tu as joué, quand tu étais à La Roche-sur-Yon, à Montpellier, quand il y avait 2 personnes, voire 3 personnes, des stagiaires. Quel regard tu portes sur ça aujourd'hui? Ouais, c'est sûr que ça n'avait rien à voir avec les staffs qui composent les équipes aujourd'hui. Mais bon, il y a eu une évolution, il faut grandir, il faut évoluer dans le bon sens. C'est vrai qu'à l'époque, il y avait un coach, il y avait un coach des gardiennes et encore, pas dans tous les staffs, un médecin. Et on va dire, c'était à peu près tout. Hein. Donc depuis, en fait, il y a des effectifs qui sont de plus en plus importants dans les grands clubs. Il faut pouvoir subvenir aux besoins des joueuses, les supporter. Et pour ça, les staffs ont grandi. Mais c'est sûr que ce qui change le plus dans cette dimension-là, c'est le management que vous devez avoir en tant que manager. Parce que non seulement vous avez des effectifs maintenant composés d'une 30aine de joueuses, mais vous avez aussi un effectif dans le staff qui est à peu près similaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je manage aussi une 30aine de personnes au quotidien dans mon staff. Et si je parle d'un staff un peu plus élargi, en incluant les médias, les commerciaux, c'est une 50aine, 60aine de personnes. Donc c'est toute une entreprise en fait. Et ça, c'est des choses qu'on apprend quand on passe son diplôme de coach, d'entraîneur? Ouais, on peut être formé, on peut avoir des cours de management dans les cours d'entraîneur, enfin dans les diplômes d'entraîneur qu'on passe, mais aussi on peut avoir des formations plus spécifiques sur le management. Après, je le disais, moi je suis quelqu'un de très curieuse, je m'informe énormément,
de ce qui se fait voilà, dans le foot, mais aussi dans d'autres sports. Je lis énormément aussi, j'échange aussi avec voilà, d'autres personnes. Et je suis quelqu'un qui m'appuie aussi beaucoup sur mon expérience quand j'étais joueuse, ce que j'ai pu aussi voir dans les différents clubs où j'ai pu aller observer, et puis mes convictions personnelles. Est-ce qu'il y a des choses que tu as vues en tant que joueuse de foot qui étaient positives ou négatives, où tu t'es dit je ne veux absolument pas reproduire ça, ou je veux absolument reproduire ça? Oui. Si tu peux me donner un exemple sur les positifs et négatifs, ce serait lesquels? Pour moi, le plus important de choses qu'il faut faire et à ne pas faire en même temps, ça réunit les deux, c'est le manager, il doit être exemplaire. Et quand je dis exemplaire, en fait, le manager, c'est le leader. C'est le leader numéro un. Même si dans l'effectif, vous avez des joueuses qui ont du leadership, vous avez votre capitaine, mais en fait, tout le monde se cale par rapport au manager. Et donc, si vous êtes exemplaire, si vous êtes surtout aligné entre votre pensée et votre manière de faire, vos actions, en fait, les gens vont s'aligner et vont suivre. Et du coup, pour moi, ça a toujours été très important, déjà d'incarner mes valeurs, d'être capable de les incarner au quotidien, d'être exemplaire dans ma manière de vouloir être leader avec le staff et les joueuses. Et surtout, voilà, on va dire que mon fil conducteur, c'est de me dire, je ne veux absolument pas que les gens puissent me dire, Sonia, ça, tu aurais pu le faire de meilleure manière. Je suis soucieuse du moindre détail, je suis très perfectionniste. Et en fait, à chaque fois dans ma réflexion, quand je m'engage dans une tâche, je me dis, il faut que les gens puissent te dire, ça, tu n'aurais pas pu le faire de manière plus parfaite, on va dire. Ouais, il y a une notion de commitment, comme on dit les Anglais. Exactement, commit. Et est-ce que tu penses justement que le fait d'avoir été joueuse fait que cette notion finalement d'exemplarité, elle joue aussi en ta faveur, parce que tu as un palmarès, une manière de jouer, des valeurs que tu as diffusées dans ton jeu, qui servent aussi d'exemple pour toi? Ouais, on va dire que ça m'apporte de la crédibilité au départ. C'est évident, et cette crédibilité, elle est importante. Elle vous donne du temps. Après, sur la longueur, c'est les résultats et ce que vous faites au quotidien qui vous permettent d'être crédible aux yeux de vos joueuses. Et c'est pour moi le plus important. Mais c'est sûr que voilà, au départ, quand vous arrivez, que vous avez un palmarès, une carrière qui vous a permis de vous mettre en avant, vous avez plus de légitimité et c'est important. On dit souvent du métier de coach que c'est un métier de barjo, de fou. Qu'il faut être fou pour faire ça. Je confirme. Ouais, un métier qui a longtemps été un métier de second rôle. Et qui aujourd'hui prend un peu plus le premier plan. Et j'aimerais justement qu'on le mette au premier plan sur cet épisode. On va surtout parler de la spécificité du métier de coach. Je sais que c'est quelque chose qui te passionne. Alors on m'a raconté que c'était quelque chose que tu préparais beaucoup aussi quand tu étais joueuse, et que tu travaillais beaucoup sur ça. Peut-être que mes informations sont fausses. Non, je dirais que en fait, quand j'étais joueuse, je voulais surtout préparer ma reconversion et ma fin de carrière. Du coup, c'était très axé sur le football, évidemment, mais pas que non plus. Et jusqu'au dernier moment, je ne savais pas forcément si j'allais devenir coach, si j'allais rester dans le football. Mais pour moi, le plus important quand j'étais joueuse, c'était de m'offrir la possibilité d'avoir le choix à la fin de ma carrière. Bien sûr. Et il y a eu une petite hésitation avec le fait d'être consultante à la télé, j'ai l'impression. Oui, en tout cas, j'ai eu un rôle dès la fin de ma carrière. J'ai effectivement fait quelques compétitions, quelques matchs. Mais finalement, c'est pas forcément ce dont j'avais envie. C'était sympa de le faire, mais au quotidien, c'est pas ce que je recherchais. Je te le disais, on dit que c'est un métier qui rend fou, un métier de fou, un métier qui rend fou. Il y a une étude qui dit, alors j'ai les chiffres devant les yeux, 44% des entraîneurs anglais présentent des risques cardiovasculaires significatifs. Il y a eu des exemples. Il ne faut pas me dire ça. Mais justement, Sonia, comment cette pression que tu as au quotidien, avec le duo que tu formes avec Camille Abili, c'est quelque chose que vous appréhendez comme un privilège, la pression, j'ai l'impression. Ouais. C'est une force. C'est une force. Et en même temps, au-delà de ça, il faut aussi trouver un équilibre en tant que coach, en tant que personne finalement. Comment tu fais pour nourrir cet équilibre entre les hauts et les bas? Comment tu travailles ça? Je dirais déjà, pour répondre à la question de c'est un métier de fou, oui, par le rythme que ça impose et par la pression des résultats que vous devez obtenir. C'est plus dans ça où à un moment donné, quand vous êtes coach, c'est 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 quasiment, vous décrochez très peu. Et du coup, la pression des résultats fait qu'à un moment donné, ça peut vous impacter énormément.
Par rapport à ça, en fait, moi, la pression, en fait, je la subis pas et je sais que ça fait partie du job. Donc, en fait, quand j'arrive dans un projet, la pression, je me la mets moi-même. J'ai pas besoin que voilà, les directeurs ou les propriétaires du club viennent me voir en me disant tu dois absolument gagner ce titre-là. Je le sais. Je le sais, c'est ce que je veux le plus. Aujourd'hui, je le dis, le premier objectif que j'ai fixé avec mes joueuses, c'est de dire on démarre la saison, on a 4 trophées à gagner. Et c'est notre vision au quotidien, c'est ça Oui. qui doit nous guider tous les jours. Pourquoi on vient s'entraîner tous les jours? Parce qu'à la fin de la saison, on veut gagner des titres. Et cet esprit de compétitrice, je pense que c'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi et que j'essaye à la fois d'incarner et de partager avec mes joueuses. Donc cette pression, en fait, j'aime et j'en ai l'habitude. Après, je dirais que comment moi j'arrive à m'échapper un peu de tout ça. Mon échappatoire prioritaire, c'est ma famille et mes enfants. Et en fait, aujourd'hui, autant, on le disait tout à l'heure, je suis très investie dans mon projet professionnel, je me donne à 100%, je suis engagée. Autant quand je rentre à la maison, en fait, je fais plus le même métier, je deviens une maman. C'est un autre métier. En fait, aujourd'hui, beaucoup de gens me disent, mais Sonia, en réalité, tu as deux métiers qui sont très exigeants. Ouais. C'est vrai, parce que quand on a 4 enfants et quand on rentre à la maison, bah, du coup, il faut aussi donner de son temps et de sa personne. Mais en fait, c'est ce qui me permet de décompresser. Et vous savez, quand vous rentrez à la maison, vous venez de perdre un match, bah, vos enfants, en fait, ils s'en fichent. Ils ne réalisent pas que c'est le plus important pour eux. Au contraire, le plus important, c'est de retrouver leur maman et de passer des moments heureux et de passer du bon temps ensemble. Ce qui me permet à un moment donné de relativiser et surtout de penser à autre chose que le football. Et c'est intéressant ce que tu racontes justement sur le fait d'avoir un entourage qui soit finalement totalement déconnecté de tout ça. Ouais. Je pense que tu dois le voir aussi avec potentiellement certaines joueuses que tu as pu côtoyer ou coacher. Parfois, l'entourage qui est un peu trop présent, un peu trop poussant, ça peut être compliqué à gérer. Oui, ça peut. En tout cas, moi, ça n'a jamais été le cas avec ma famille. Ils ont toujours su trouver la bonne distance pour m'accompagner et du coup me faire sentir leur soutien. Et c'est aussi quelque chose que moi je m'impose envers mes enfants. Aujourd'hui, j'en ai qu'un des 4 qui fait du football, mais en tout cas, voilà, je lui mets aucune pression. En fait, je lui dis, mon seul discours, c'est de lui dire, est-ce que tu t'es amusé? Est-ce que tu prends du plaisir? Et c'est le plus important à mes yeux, en fait. Et je pense que ça, c'est quelque chose, effectivement, qui est important. Mais après, j'ai toujours une famille qui, à un moment donné, a été indépendante, n'a pas eu besoin de moi pour vivre. Voilà, je vais le dire, mais tout l'argent que j'ai pu gagner grâce au football, bah, du coup, aujourd'hui, voilà, j'ai toujours pu en profiter sans devoir penser à toute une famille. Et du coup, ça, c'est des choses où forcément, je ne ressens pas forcément de pression et c'est important de le dire et ça fait une grande différence. Il y a un sujet aussi que j'ai envie d'évoquer avec toi et qui me passionne. J'en parle souvent avec Elodie qui est derrière la caméra. 2 sujets. Comment, en tant que coach, on fait pour maintenir la motivation des joueuses qui sont sur le banc? Énorme enjeu. Et en même temps, comment on fait pour gérer l'ego sain et parfois qui peut être malsain de certaines joueuses? Ce qui n'est pas une critique, on a tous un ego sain et malsain. Et justement, je me demandais si tu prévoyais d'écrire finalement une sorte de thèse ou de livre sur l'ego des athlètes à la fin de ta carrière. C'est quelque chose que tu pourrais faire? Ouais, je dois démarrer par dire que faire des choix, c'est ce qu'il y a de plus difficile dans le métier de coach. Parce que on a à la fois Sonia Bonpastor, la coach, mais aussi Sonia Bonpastor, l'être humain. Oui. Et du coup, quand je fais des choix, c'est la coach qui fait les choix. Mais Sonia, l'être humain, c'est dur. Par contre, j'ai toujours dit que si à un moment donné, je montrais ne serait-ce que 10% de mes émotions à mes joueuses, j'étais morte. Parce que je ne sais pas si c'est encore plus avec les filles qu'avec les garçons, mais en tout cas, si vous leur montrez vos émotions et le fait que pour moi, c'est dur de faire des choix, elles vont vous manger. et du coup, ça, c'est quelque chose que vous devez avoir en vous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je suis dans mon métier de coach, je fais des choix et du coup, il n'y a pas de sentiment à avoir. Je dois faire en sorte que le critère de la performance soit le seul critère qui me fasse décider de mon équipe, des joueuses qui vont démarrer. Après, il y a un management à avoir. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait des choix, forcément, il y a des joueuses qui sont déçues de ne pas être dans un groupe de 18, de ne pas être dans une équipe de 11, de ne pas démarrer.
Et ça, en fait, forcément, elles attendent de moi qu'il y ait quand même des discussions, des échanges, une proximité. Et en même temps, c'est difficile parce que je suis celle qui fait les choix. Donc, parfois, c'est le rôle des adjoints d'aller discuter avec ces choses-là. Mais la considération, elles ont besoin aussi qu'elles viennent de moi. Et par contre, quand vous parliez d'ego, je vais être très claire. Aujourd'hui, si vous n'avez pas des joueuses qui ont des égos dans votre équipe, vous ne gagnez pas de titre. Bien sûr. Donc c'était le cas à Lyon, ce sera le cas à Chelsea, ce sera le cas dans tous les grands clubs. Et en fait, vous avez besoin d'avoir des joueuses qui ont ces égos et c'est ces joueuses-là qui vous font gagner. Après, c'est comment on le manage. Et c'est vrai que comme tu le disais, parfois tu as des égos qui peuvent être négatifs. Et c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux faire preuve de mauvaise foi. C'est-à-dire que quand le coach vient te voir, te parle de ta performance, s'appuie sur la vidéo pour te dire, ben voilà, ça en termes de performance, c'est pas satisfaisant, c'est pas assez, il faut que tu progresses. Parfois, c'est un élément objectif. Et du coup, la joueuse, elle doit être en capacité, on parlait tout à l'heure aussi de la remise en question, elle doit être en capacité de se dire, ouais, ça c'est un élément objectif et on ne peut pas le contredire. Bien sûr, de ne pas être dans le déni de la réalité. Ouais. Et parfois, c'est difficile parce que de plus en plus, maintenant, les joueuses ont un entourage, un agent, une personne qui s'occupe de leur carrière, des sponsors, de leur image. Et du coup, ces personnes-là, forcément, les joueuses les font vivre aussi. Et donc, parfois, je dis pas tout le monde, et je mets pas tout le monde dans le même panier, mais parfois, peut-être qu'ils ont du mal à leur dire la réalité. Et du coup, quand on est le seul, en tant que coach, à dire la réalité, c'est dur à comprendre. Parce que on veut toujours, plus ou moins, surtout quand on est dans des moments plus difficiles en termes de confiance, on va vers le confort et ce qui est réconfortant. Et ce qui est réconfortant, c'est d'entendre t'es la meilleure. Certainement que le coach, c'est lui qui a tort ou c'est elle qui a tort. Et c'est humain, ça aussi. Et c'est quoi ton plus grand apprentissage sur ce sujet-là ? En fait, je garde toujours ma règle de me dire que dans ces moments-là, je veux garder ma valeur de transparence et honnêteté. Et peu importe si la joueuse pense qu'à un moment donné, je ne le suis pas. Je pense que pour moi, le plus important, c'est de pouvoir me regarder dans un miroir et me dire, tu as fait les choses avec transparence et honnêteté. Donc, expliquer, mais ne jamais justifier. Exactement. Ouais. Pour moi, c'est deux choses très différentes. Ouais. Justifier, non. Par contre, expliquer à la joueuse quels ont été les éléments ou les arguments qui m'ont fait prendre la décision, j'ai aucun problème avec ça. Et si je fais un flashback sur ton parcours en équipe de France, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui te vient de ça, de cette fin de carrière que tu as eue en équipe de France avec Bruno Bini. Donc je suis tombée sur ces images de toi en bord de terrain, en entraînement. Et donc tu racontes, tu réponds aux questions des journalistes qui viennent te voir en te demandant pourquoi tu n'es plus sélectionnée en équipe de France. Et on sent toute cette frustration où tu expliques en fait que justement tu n'as pas eu d'explication. Tu as arrêté d'être sélectionnée du jour au lendemain. Est-ce que c'est quelque chose justement la communication qui t'a beaucoup frustré toi à cette période ? Oui, en tout cas à l'époque, je vais être claire, Bruno Bini m'a fracassé en fait. Ouais. Il m'a fracassé parce que il a fait un choix et ce choix, enfin maintenant que je suis entraîneur encore plus, ça fait partie de son job. Oui. Par contre, c'est un choix fort. C'est à un moment donné, on était dans une situation où effectivement j'avais moi-même exprimé à Bruno certaines différences de point de vue, dans son management parfois des choses qui pouvaient me frustrer, mais j'avais eu la volonté de le faire parce que j'avais un mal-être aussi et que pour moi, dans ma vision des choses, si je voulais continuer à aller en équipe de France, je voulais aussi y aller et prendre du plaisir à y aller. Et à partir du moment où je l'ai fait, entre quatre yeux, je pars du principe qu'on est capable aussi de pouvoir se dire les choses en mettant de la bienveillance et voilà, en étant respectueuse dans la manière de le faire. Et du coup, je pars du principe que ça, c'est des choses qui doivent arriver et qui peuvent arriver, d'avoir cette discussion, d'être honnête, transparente, de dire ce qu'on ressent au plus profond, d'être constructive. Et c'est même important finalement parce que j'imagine que tu attends ça toi aussi de tes joueuses, d'être capable de venir te voir et d'être en capacité de te faire part de certaines choses, d'un feedback ou autre. C'est important de créer cette culture du feedback, même si ça vient des joueuses, en fait, c'est important. Et de ne pas être sanctionné finalement. C'est ça. Enfin, pour moi, ça fait partie de la vie d'un groupe. Ouais. En fait, d'être capable, je le dis souvent, mais on passe énormément de temps ensemble. On passe parfois même plus de temps ensemble avec les joueuses et le staff qu'avec notre propre famille. Donc en fait, si on n'est pas capable de se dire les choses de manière constructive et bienveillante, en fait, pour moi, ça sert à rien. Parce que ça ne fait pas avancer. En fait, si on est juste là pour se dire quand c'est bien et quand tout va bien, par contre, quand ça va moins bien, s'il n'y a personne qui est capable
d'identifier, de dire et d'avoir ce courage de... En fait, ça ne peut pas marcher. Donc, moi, c'est quelque chose qui a toujours été clair pour moi. Et après, c'est vrai que ça a été difficile à accepter parce qu'à partir du moment où Bruno, suite à cette discussion, en plus, on n'était que tous les deux, mais il a reconnu certaines choses et qu'après, derrière, il n'y a plus eu un mot, un son. En fait, pour moi, le plus difficile quand on est un être humain, c'est l'ignorance. Et c'est exactement ce qu'il a fait avec moi. Et cette ignorance, elle a été terrible. Terrible. Et tu dis qu'il t'a fracassé, c'est le Oui, terme. ouais, c'est le terme. C'est le bon terme. Plus jamais de conversation avec Bruno Bini? Franchement, je suis pas rancunière. Ouais. Si je dois le croiser, je serai très respectueuse. Ça fait partie de mon éducation. Je lui dirai bonjour. Mais par contre, c'est difficile de lui pardonner dans le sens où, à un moment donné, il y avait quand même, je crois, 12 ans en équipe de France, 156 sélections et ça s'est arrêté du jour au lendemain. Et c'est son droit. Mais je pense que je méritais, même si, encore une fois, je pense que je méritais au moins d'avoir un peu plus de considération à ce moment-là, même si on n'aurait certainement pas été d'accord par rapport à son choix, et ça c'est évident, mais au moins d'avoir l'honnêteté de dire les choses et d'assumer son choix. Je connais pas le personnage, je connais pas Bruno Bini, ni personnellement ni professionnellement, mais je trouve ça effectivement très dur de mettre fin à la carrière d'une joueuse qui a autant marqué le football français, sans lui donner la possibilité de dire au revoir aussi aux supporters finalement en fin de match, comme la haie d'honneur qu'on a pu te faire sur ce match contre Saint-Etienne en Ouais, ça a finale été fait de Coupe de après, France. ouais. Voilà. Enfin, C'est des choses qui sont importantes et qui peuvent justement casser le moral d'une joueuse. ouais. Si on revient justement sur la spécificité du métier de coach, j'ai l'impression qu'il y a un tabou autour de ce sujet qui est le sujet de la dépression Ouais. chez les joueuses de foot, chez les joueurs de foot, chez les athlètes de manière générale. Alors, on voit de plus en plus de choses sortir sur ça. Toi, est-ce que c'est quelque chose que tu prends en compte et est-ce que c'est quelque chose que tu as vécu en tant que joueuse? Moi, je pars du principe que dans la performance, les 4 aspects du football sont importants. Donc, quand on parle des 4 aspects, c'est l'aspect tactique, l'aspect technique, l'aspect physique et l'aspect mental. Et si les 4 ne sont pas réunis, c'est difficile de performer, peu importe qui vous êtes. Par rapport à ça, du coup, l'aspect mental, ça a été une force dans ma carrière. Et je pense que c'est une force aujourd'hui encore dans ma vie de tous les jours. Et j'ai conscience que c'est quelque chose qui est hyper important pour toutes les joueuses. Et en fait, vous êtes dans un process quand vous êtes une joueuse de haut niveau où en permanence, les émotions, elles viennent s'entrechoquer. C'est-à-dire qu'il y a des moments où vous allez gagner, vous allez être super heureuse, vous allez vous sentir la meilleure joueuse du monde. Et il y a des moments où quand vous perdez, c'est tout l'inverse qui se produit. Et en fait, c'est les montagnes russes en termes d'émotions. Et ça, en fait, c'est un métier d'apprendre à dealer avec vos émotions, de les gérer, ces émotions. Et ne serait-ce que, et je le vois avec mes enfants, dès le plus jeune âge, d'accepter qu'on puisse parler de ses émotions. Oui. De dire, là, je suis en colère, là, je suis joyeuse, là, je pleure de joie. C'est marrant parce qu'encore il n'y a pas longtemps, on en parlait à table avec mes enfants. Et ils me disaient, mais maman, quand tu pleures, tu peux pleurer, pourquoi? Et je leur disais, tu peux pleurer de joie, tu peux pleurer parce que tu es triste. Et en fait, pour eux, ils ont du mal à comprendre tout ça. Mais il y a des familles, il y a des contextes où tout ça, c'est tabou. On n'en parle pas. Oui. Et en fait, quand on se construit plus tard, on se construit en se disant c'est des choses dont il ne faut pas parler. Et en fait, pour moi, c'est juste des choses qui sont normales. Et il n'y a pas à se dire je suis faible parce que je pleure. Je suis faible parce que je suis triste. Je suis faible parce que je reconnais que j'ai eu un mauvais match. En fait, ça arrive, on est des êtres humains. Et en fait, l'être humain, il ne peut pas tout le temps être au top de sa forme. Et en fait, rien que de l'identifier, d'en parler et de savoir qu'il y a des moments où de toute façon, quoi que vous fassiez, quoi que vous idéalisiez, en fait, il y a des moments où vous serez plus faible. Moi, il y a des moments où je suis plus vulnérable. Avec la fatigue, il y a des moments où j'assume de dire que peut-être qu'en préparant le match, il y a des choses auxquelles je n'ai pas pensé, des choses auxquelles j'aurais pu faire, des choses que j'aurais pu faire différemment. Et ça, en fait, c'est OK d'en parler. Il n'y a pas de, il y a rien de mal d'en parler, d'identifier. Bien sûr, et cette notion de lâcher prise, de se dire, je n'ai pas le contrôle sur une chose et je ne peux pas en faire une fixette et justement en faire un sujet de vulnérabilité en plus. La préparation mentale, c'est un sujet que tu travailles beaucoup, j'imagine, donc avec tes joueuses. Vous avez une personne au sein du staff qui est dédiée à ça? Ouais, pour être honnête, c'est une zone qu'on doit améliorer ici dans le club de Chelsea. On en a déjà parlé, identifié, et je pense que ça va avancer. Mais en tout cas, c'est des notions qui, pour moi, doivent être couvertes dans un staff. On parle beaucoup de
data sur les GPS. Les joueuses ont des GPS pour monitorer combien de kilomètres elles courent, quelle vitesse elles courent. On parle beaucoup de faire des prises de sang sur l'aspect médical pour savoir comment vous êtes, est-ce que vous avez besoin de vitamines. Et ben, pourquoi on ne parlerait pas de monitorer l'aspect mental, en fait, en se disant c'est aussi une manière de se dire la joueuse est dans une bonne position, peut-être dans une moins bonne position. Et en fait, de prendre en compte. Ouais, de se dire c'est quelque chose qui est tout à fait normal. Parce que être bien préparé mentalement, c'est aussi jouer de manière libérée. Si on fait un parallèle avec l'actualité, par exemple, de l'équipe de France, JO, on perd encore. Ouais. Il y a un article très dur qui est sorti dans l'équipe. Le titre, c'était Comme d'habitude. On a l'impression que, encore une fois, c'est une génération dorée du foot féminin comme les tiennes et que le plafond de verre, en fait, c'est l'absence de préparation mentale, finalement. C'est quelque chose qui revient très régulièrement, tant chez les joueuses qu'au sein des médias. C'est quelque chose que tu vois aussi en équipe de France ? Oui, en tout cas, c'est dur de pouvoir tirer des enseignements de manière très affirmative parce que j'étais pas au sein du groupe et j'ai pas tous les éléments. Mais il est évident que après toutes ces années, quand tu dis que l'article de l'équipe était dur, il est réaliste. Il est juste. Il est juste. Et c'est dur, bien sûr que c'est dur d'avoir cette réalité face à toi parce qu'elle fait mal. Mais au final, c'est la réalité, donc il ne faut pas la nier, il faut l'affronter. Et quand je dis ça, c'est... Ouais, pour moi, l'échec de cet été au JO, il est mental. Il est mental. Les joueuses, la qualité, elle est présente. Je pense que le staff était de qualité, le staff était en nombre. Sans préparateur mental. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Et je pense que les joueuses ont certaines peut-être recours à des préparateurs mentaux individuels. Mais du coup, c'est de leur faire prendre conscience que peut-être effectivement, il y a une zone qui peut être améliorée. Je ne sais pas si du coup tu es au courant, mais je sais qu'à Lyon, j'avais Manon Éluère qui faisait partie de mon staff et qui a fait énormément de travail, du bon travail sur justement tout ce qui était cohésion, dynamique de l'équipe. Oui. Et je pense que c'est quelque chose qui est indispensable en fait aujourd'hui. Je ne vous dis pas que c'est ce qui va vous permettre de gagner, parce qu'à Lyon, on a aussi été en finale de Ligue des Champions et on a perdu face à Barcelone, mais c'est des choses, des détails qui peuvent vous aider. Et aujourd'hui, oui, l'aspect mental, en tout cas, sur la contre-performance de cet été par rapport à l'équipe de France, je pense que c'est l'élément premier. Mais il y a plein de choses. Quand on parle de mental, il y a énormément de choses. On parlait tout à l'heure de gérer les émotions, voilà, la frustration, la confiance en soi, voilà, avoir cette mentalité de gagneuse, d'être des tueuses sur le terrain. Ça, c'est des choses qui se travaillent. C'est pas juste parce qu'on va le dire une fois que ça va venir et que ça va s'entretenir. Comment tu travaillais ça avec les jeunes au sein de l'académie ? Oui, on a mis en place plusieurs choses. On avait pas mal avancé. Je dirais que sur le projet, vers la fin, on avait même construit une école du leadership. C'est-à-dire qu'on avait identifié ce qui pour nous était des leaders. On avait parlé de ça avec le groupe, avec l'ensemble du groupe. On avait identifié les jeunes joueuses ou jeunes garçons d'ailleurs qui pour nous pouvaient être des leaders, et ne serait-ce qu'en leur expliquant qu'il y a différents types de leaders. Il y a des leaders dans le vestiaire, il y a des leaders sur le terrain, il y a des leaders en dehors du terrain, leaders sportifs, leaders de jeu, leaders sociaux. Et en fait, tout ça, il faut l'expliquer. Parce qu'en fait, si vous n'en avez pas conscience, je le disais, on parlait tout à l'heure d'aspect mental. Il y a tellement de choses qu'on peut y mettre. Quand on parle de leadership, il y a aussi énormément de choses qu'on peut y mettre. Bien sûr, et puis aussi attribuer des compétences à chacun des leaders et permettre à ce leader de se rendre compte qu'il a son scope, son périmètre, et que c'est OK de ne pas être compétent sur un autre périmètre, et qu'on peut avoir ce statut de leader, mais pas sur tous, en fait. C'est pour ça qu'à Lyon, à la fin, en tout cas sur ma dernière saison, on avait un groupe de leaders, et au sein de ce groupe, chaque leader avait des compétences différentes et des rôles différents dans l'équipe. Et c'était en dehors du terrain, mais aussi sur le terrain. Et en fait, ça avait été identifié. On avait aussi mené pas mal de questionnaires avec les joueuses pour justement savoir là où elles se sentaient le plus à l'aise. On avait travaillé avec certaines autres joueuses justement pour qu'elles sortent un peu de leur zone de confort et qu'elles aillent chercher ce qu'on souhaitait. On avait mis en place aussi des réunions entre les leaders pour qu'elles puissent se comprendre et qu'elles puissent travailler ensemble. Sans le staff, qu'entre elles.
Du coup, des fois, il y avait le staff, des fois qu'entre elles. Ok. Parce que, en fait, vous pouvez vous dire aussi que quand des fois, il y a plusieurs leaders dans une même équipe, ça peut clasher. Et on le voit, c'est dans le sport, mais dans l'entreprise aussi. Bien sûr. Quand il y a des forces-têtes, bah, des fois, ça clash. Et deux gros leaders peuvent pas, des fois, fonctionner ensemble. Donc, ne serait-ce que de leur apprendre à fonctionner ensemble et à faire les choses ensemble dans l'intérêt de l'équipe. C'est des choses qui paraissent comme ça simples, mais qui demandent énormément de temps et d'investissement. Je pense que tu le sais, il y a énormément de personnes en entreprise qui s'inspirent des sportifs de haut niveau. Nous, typiquement, sur les personnes qui nous écoutent, ils ont entre 25 et 64 ans. 64 ans, alors oui, 25 et 64 ans, ça commence par 25 toujours. Et ils écoutent des contenus de développement personnel pour aller chercher ce dépassement de soi. Dépassement de soi pour atteindre leur propre objectif et transformer leur rêve en objectif. C'est intéressant de savoir si aussi les sportifs s'inspirent d'entrepreneurs, de personnes en dehors du sport pour ces sujets-là. Je pense que ça dépend de chacun, de chaque personnalité aussi. À titre personnel, par exemple, j'avais lu un bouquin Manager les managers. Voilà, où ça parlait de plusieurs managers dans différentes disciplines, le football, le basket, le hand, la Formule 1. C'est des domaines complètement différents et c'est tellement inspirant de pouvoir voir comment ça se passe ailleurs. Alors là, j'avais lu ce bouquin, mais de pouvoir aller sur place et observer carrément en étant immergé dans ces contextes-là, c'est très enrichissant. Et du coup, ouais, c'est des choses qui sont très inspirantes en tout cas. On parle de préparation mentale, la causerie. C'est aussi un élément clé de la préparation d'une équipe qui est un peu lié aussi à la préparation mentale finalement parce que c'est l'élément, c'est le dernier échange finalement avec l'équipe, un des derniers échanges avec l'équipe. Ouais. C'est un moment clé, ça peut galvaniser des joueuses, ça peut être le carburant de certaines joueuses dans certains contextes. Comment tu prépares tes causeries? Est-ce que tu fais comme Arteta et tu prends un exemple et tu t'en inspires ou une ampoule ou un photographe où tu racontes une histoire, comment tu fais ça? Non, du coup, sur mes causeries, je souris parce que je prends énormément de temps à les préparer. Ouais. Et du coup, parfois, ça saoule un peu mes adjoints. Mais c'est tellement important, en fait. C'est tellement important parce que pour moi, c'est le moyen de réunir tout le monde et de faire en sorte que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Et quand vous avez face à vous un vestiaire où il y a différentes joueuses venues de différents pays, avec des cultures, des mentalités différentes, en fait, c'est un enjeu qui est hyper important. Et du coup, il y a différentes manières de faire. J'ai plutôt une trame qui est commune à l'ensemble de mes causeries. Et puis après, de manière plus spécifique, en fonction des besoins du match qu'on va jouer, je peux adapter un petit peu. Mais pour moi, c'est forcément, il y a des messages tactiques sur le match. Il y a forcément des éléments motivationnels plus ou moins forts en fonction du match. C'est sûr que quand vous allez jouer une finale de Ligue des Champions, vous n'avez pas forcément besoin de monter les joueuses au plafond parce qu'elles seront déjà surmotivées. C'est peut-être plus leur amener de la confiance et de la sérénité à ce moment-là. Par contre, quand vous allez faire des déplacements sur un match de championnat, après avoir joué en Ligue des Champions dans un stade plein, vous allez en championnat dans un stade où il n'y a pas grand monde, bah là, en termes de motivation, il faut trouver les bons leviers pour pouvoir justement aller chercher ces choses-là au plus profond des joueuses. Et puis après, voilà, vous pouvez utiliser différents outils. Moi, je sais que je suis très sur un support PowerPoint avec parfois de la vidéo aussi, motivationnelle ou pas. Voilà, il y a différents moyens, leviers qui peuvent permettre aussi d'aller chercher cette motivation. Est-ce que tu as le souvenir d'une causerie qui t'a marqué plus qu'une autre? Quand j'étais joueuse ou moi en tant qu'entraîneur? Ouais, quand j'étais joueuse, j'allais retenir plutôt les causeries de Patrice Lair, qui étaient très impactantes sur le plan de la voix, le ton utilisé et aussi les mots qui, moi, me touchaient très, très personnellement. Je dirais qu'en tant que coach, j'ai plutôt aimé 2-3 causeries qu'on a fait avant la finale de la Ligue des Champions face à Barcelone la première année. Je pense que le match retour en Ligue des Champions face à Chelsea aussi, on avait trouvé une vidéo assez parlante et motivante pour les joueuses. Donc voilà, c'est les 2 souvenirs que je ressortirai, mais certainement qu'il y en a eu d'autres. Et c'est quelque chose que tu prépares, par exemple, tu parlais de la voix de Patrice Lair. L'allocution, ça se prépare. Pouvoir parler avec un bon timbre de voix. Est-ce que tu t'enfermes dans une chambre et tu refais ça comme un avocat ou une avocate, par exemple? Ouais, quand je disais que je passe énormément de temps à préparer, déjà ma causerie, je la fais avec mes adjoints. Et ensuite, le jour du match, je répète la causerie. Parce qu'en fait, pour moi, le moindre mot est important.
et l'intonation de la voix aussi. Donc en fait, c'est des choses voilà, que je répète avec mes adjoints pour qu'ils puissent me dire à quel moment j'ai besoin peut-être d'être plus impactante, peut-être de donner plus de confiance, quel mot je dois choisir. Parce que parfois, quand vous dites à quelqu'un tu as peur de faire ça ou je t'encourage à faire ça, c'est pas les mêmes mots. Il y a une phrase où dans le contexte c'est très négatif, il y a la négation qui est utilisée. Dans l'autre, vous avez plutôt des encouragements et vous forcez la personne à entreprendre des choses. C'est comme quand on se force à ne pas dire oui. mais dire et dans une phrase, c'est hyper important. Ouais. Pour moi, c'est des détails. Et alors peut-être que c'est pas perçu par tout le monde, mais même si c'est perçu par un tiers, la moitié de la salle, c'est déjà ça de gagner. Je veux aussi qu'on parle de la notion de prise de décision, ou peut-être même avant de la zone technique. J'adore cette zone technique. On dit que la zone technique, c'est un peu la prison des entraîneurs. C'est un peu la prison dorée. C'est un espace qui est fait de pointillés. C'est assez marrant. Et qui est fait justement pour vous canaliser toute cette passion que vous avez. Alors, il y a des coachs, des entraîneurs très calmes. Et il y en a certains qui sont comme toi et totalement déchaînés sur leur zone technique. Moi, je vais te dire, personnellement, c'est quelque chose qui va me manquer en D1 Arkema. Je regarde évidemment la WSL, mais c'est de t'entendre sur cette zone technique. Finalement, jouer ce match. Tu joues ce match. Et j'ai envie de savoir justement comment on fait quand on est Sonia Bonpastor, quand pendant des années, on a été actrice principale sur le jeu et qu'on arrive en zone technique enfermée. C'est-à-dire qu'on prépare toute son équipe, mais qu'on n'a plus la main sur le match. Comment tu as vécu ça les premières fois ? Je dirais que c'est certainement en France, peut-être que je vais te manquer à toi, mais pas aux arbitres françaises. Je pense. Ça, c'est la première chose. Mais après, plus sérieusement, ouais, c'est difficile pour l'entraîneur. Parce que comme tu le disais, en fait, la causerie d'avant-match, c'est le moment où tu délivres ton dernier message. Après, tu as, juste avant que les filles rentrent sur le terrain, un dernier message motivationnel, très souvent. Puis après, quand tu es dans ta zone technique, tu n'as plus que la mi-temps. Et voilà, parce qu'après, une fois que le match est lancé, le plus frustrant, c'est que tu n'es plus dans l'action, en fait. Moi, mon rôle, et c'est comme ça que je le vois, et c'est pour ça que je suis très active aussi sur le côté, c'est de faire sentir à mes joueuses que je suis avec elles, et que le match, je le joue avec elles. J'admire beaucoup les gens qui sont capables de rester assis sur leur banc et qui laissent passer voilà, les 90 minutes en étant très calme, mais c'est pas possible pour moi en fait, parce que je le vis de manière tellement intense que j'ai besoin d'être debout. Déjà, je vois mieux les choses, et en plus, j'ai besoin de faire sentir à mes joueuses que je suis avec elles sur le moment de l'action, quoi. Des encouragements, des conseils. Ouais, ça peut être encouragement, ça peut être des conseils individuels, collectifs, quand il y a des petites pauses, des réajustements tactiques aussi. Voilà, je suis en permanence aussi en communication avec Camille, qui elle a une vue un peu plus aérienne et qui voit les choses de manière plus globale. Donc quand tu dis qu'elle a une vue plus aérienne, elle est assise en tribune ? Ouais, sur l'ensemble du match, du coup, elle est en tribune et du coup, ça lui permet voilà, de pouvoir observer le match et faire quelques réajustements que parfois, toi, tu as plus de mal à sentir quand tu es en bord de pelouse. Tu n'as pas la même notion des fois sur le rythme du match. Parfois, voilà, sur des joueuses qui, dans leur position, tactiquement, peut-être voilà, ne font pas assez bien les choses quand on a le ballon, quand on n'a pas le ballon. Et c'est quelque chose que vous avez pris du rugby, c'est très présent au rugby, institutionnalisé au rugby, ou est-ce que vous avez fait ça voilà, par pur instinct, en commençant à entraîner, en vous disant il faut qu'on agisse de cette manière-là? Ouais, même si dans le rugby, c'est surtout le numéro 1 qui est dans la tribune, donc c'est encore différent. Après, nous, c'est de par notre expérience, en fait, on a senti qu'en tant que coach, on avait besoin de couvrir ces zones-là au moment du match. C'est-à-dire que c'est important pour les joueuses de sentir que l'entraîneur est bien présent avec elles en bord de pelouse, mais c'est important d'avoir quelqu'un qui se détache aussi un peu des émotions qu'on vit dans le match. Et c'est aussi ce que je dis à mon staff, l'important c'est de bien se connaître et de pouvoir sentir que moi, à un moment donné, je vais être un peu plus dans les émotions qu'eux, parce que je suis en bord de pelouse. Il y a une décision arbitrale qui va parfois me rendre heureuse, parfois me frustrer. Et du coup, tout ça, en fait, ils le savent, ils le prennent en compte. Donc, en fait, en fonction du contexte du match, ils vont être à même de m'amener les informations qui vont être pertinentes pour moi. Et parfois, ça peut être Sonia, l'arbitre, elle a raison, calme-toi, reviens. Alors que pour moi, j'étais persuadée que la décision qu'elle a prise était pas la bonne. Et tu as besoin d'avoir un staff qui est en capacité de te dire ça, d'être totalement honnête.
Ouais, c'est notre manière de travailler, on va dire. C'est-à-dire que ouais, j'ai aucune problématique sur le fait que mon staff vienne me voir et me dise exactement les choses. C'est-à-dire que si à un moment donné, je suis pas dans le vrai, je suis pas dans le vrai. Et il faut qu'ils soient en capacité de me le dire. Et on reviendra sur le processus de prise de décision parce que c'est intéressant ce que tu dis sur le fait de prendre en compte le fait que tu sois dans une situation super émotionnelle, euh, avec très peu de sang-froid sur un moment donné, et qui est quelqu'un justement qui vienne t'apporter une prise de recul Ouais. de par sa position extérieure. Je veux qu'on continue sur la zone technique. Euh, Est-ce que la zone technique et le fait justement de montrer en tant que coach, de rien laisser passer, de rien laisser passer auprès des arbitres, de rien laisser passer auprès des coachs de l'équipe adverse. J'ai en souvenir un échange que tu fais avec Fabrice Abriel. Alors, sache que moi j'écoute tout. J'adore tout, Je vois trifouiller, ça, ouais. chercher. Ouais. Et il y a un podcast qui a été produit par Spotify. Où justement on entend Ouais. un échange avec Fabrice Abriel et tu lui dis, il me semble que tu lui dis, je vais pas me fâcher Fabrice, cette fois-ci je vais pas me fâcher, mais ce tacle sur cette joueuse c'est impossible, c'est pas possible, Ouais. mets-toi à ma place. Ouais. C'est important aussi ça dans la construction de l'ascendant psychologique, de rien laisser passer. Ouais, alors même si je sais pas si c'est que par rapport à l'ascendant psychologique, mais en fait, comme je disais, je suis soucieuse du moindre détail. Et à chaque fois, je recherche la perfection dans ma manière de travailler au quotidien. Donc en fait, j'ai plutôt ces attentes-là aussi envers les personnes qui sont dans mon environnement, on va dire. Donc c'est vrai que quand c'est pas le cas, bah du coup, je comprends pas que ça puisse passer. Pour moi, quand je vois une situation où il y a un tacle dangereux, que ça peut blesser ma joueuse et que l'arbitre, alors soit siffle la faute, mais met pas de carton, fait pas de rappel à l'ordre, pour moi, c'est pas juste en fait. Mais bien évidemment, c'est ma vision des choses et je peux aussi me tromper parfois. Mais en fait, j'attends des personnes qui sont dans mon environnement, dans mon contexte, qu'elles aient le même niveau d'exigence. Et c'est ça que tu réponds aux personnes qui considèrent que c'est de la véhémence. Ouais, en tout cas, c'est pas fait dans ce but-là. Après, je comprends que parfois ça puisse agacer et je le reconnais, je suis pas parfaite, personne ne l'est, certainement pas. Mais oui, je suis pas parfaite et parfois quand je revois les matchs et que je me vois m'agiter sur le côté, je me dis, ouais, Sonia, enfin, tu pourrais de temps en temps être un peu plus calme. Et Camille Abili me le dit très souvent, me dit, Sonia, redescends. Mais en fait, je vis le match et sur le moment, en fait, c'est, on le disait tout à l'heure, je suis dans les émotions. Oui. Et c'est difficile parfois de... En fait, j'ai pas toujours envie de les contrôler, ces émotions. Parfois, je vais le faire, mais parfois, j'ai envie juste de les laisser venir et de les vivre parce que c'est aussi difficile d'être toujours dans le contrôle. Et ne pas se dénaturer, c'est ce qui nous permet aussi d'être performants. Ouais, ouais, parce que Naturel. quelque part, j'ai pas peur du jugement des gens, en fait. Je suis différente, c'est pas grave. Les gens peuvent me juger de manière positive, négative. Je suis pas forcément là pour leur plaire non plus. J'essaye de garder, parce que quand vous êtes coach à Lyon, coach à Chelsea, vous avez une image et les gens vous regardent. Donc vous devez aussi, envers les Bien jeunes, sûr. avoir un comportement adapté, une attitude adaptée en termes de valeurs et de ce que vous devez transmettre. Mais après, que les gens me disent, bah, quand tu es sur la zone technique, tu nous plais pas pour telle ou telle raison, ça me soucie pas en fait. Et tu as bien raison. Nous, on apprécie ça en tout cas. Ça démontre une certaine passion, une certaine ferveur. Donc, et ça fait partie du spectacle, je trouve. Oui, oui, C'est c'est... comme Bielsa qui est assis sur sa glacière, Ouais. qui est totalement à l'opposé, mais ça fait partie du spectacle aussi. Donc, Du spectacle et du personnage, on va ouais, dire. ouais. Ouais. Gardons ça. On parlait tout à l'heure de prise de décision, c'est un élément clé. C'est quoi ton processus de prise de décision sur le terrain? Est-ce que tu prépares en amont avec tes équipes des schémas de cas de figure qui peuvent intervenir sur le terrain et en fait vous êtes prêt à sortir cette fiche et à vous dire ok, en fait c'est cette situation qui vient d'arriver, hop, la prise de décision c'est ça. Ouais. En fait, avant chaque match, chaque entraînement, la préparation, elle est primordiale pour moi. Quand je parle de préparation, c'est que chacun doit connaître son rôle et savoir exactement à quel moment il doit intervenir. Je parle de l'entraînement parce que c'est pareil, on est tellement de staff aujourd'hui que ça s'organise. C'est-à-dire qu'avant d'aller sur les séances d'entraînement, dans mon staff en tout cas, tout le monde sait exactement quel rôle il doit tenir, à quel moment de la séance il doit intervenir et pour quelle raison il doit le faire. Pour le match, c'est pareil en fait. Quand on anticipe, et c'est notre rôle de toujours anticiper, en fait, on a différents scénarios. Les scénarios, ça peut être vous menez. Du coup, si vous devez gérer à un moment donné dans le match vos remplacements pour gérer de la fatigue de certaines joueuses, ben voilà ce que vous allez faire.
vous menez, mais vous avez plutôt envie que l'équipe qui joue, elle prenne du plaisir et que les joueuses qui sont sur le terrain soient récompensées de ce qu'elles sont en train de faire, vous allez laisser l'équipe tout le temps. Vous êtes mené au score, il va falloir aller adopter d'autres schémas tactiques. Vous pouvez basculer vous étiez à 4, vous basculez à 2 pour amener une attaquante supplémentaire. Vous allez demander au bloc d'être plus haut. Vous êtes en train d'égaliser. C'est un match où il va y avoir des pénaltys, prolongation ou pénalty ou directement pénalty. Il y a des joueuses qui sont plus à même d'aller tirer des pénaltys. Donc dans vos remplacements, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. Donc tout ça, en fait, c'est énormément de scénarios qui peuvent se produire durant un match et le rôle du coach, c'est de les prévoir. Et du coup, en fonction de ce qui se passe, de pouvoir aller effectivement dans mon sac à dos, ma trousse à outils, aller chercher en fait ce qu'il faut pour répondre exactement à ce qui se passe pendant le contexte du match. Après, il y a une part d'aléatoire quand même, et encore heureux, parce que ça veut dire que si à un moment donné, on devait tout prévoir et que non, il y a une part d'aléatoire, et c'est là où l'instinct, à un moment donné, la connaissance du jeu, votre expérience doit aussi servir. Et c'est important aussi dans ces moments-là, justement, de ne pas céder aux émotions et d'être assez froid dans la réflexion pour pouvoir prendre la décision qui s'impose. On dit souvent que le foot, c'est un sport de personnes bêtes, qui n'ont pas de cerveau, qui réfléchissent pas. Tu vois, là, c'est la preuve que c'est absolument pas le cas. Et c'est intéressant que tu l'expliques de cette manière-là. On dit que c'est l'opium du peuple parfois, que voilà, c'est vraiment un sport de seconde catégorie pour des gens qui sont pas très intelligents. Je suis pas forcément d'accord, effectivement, mais après, comme je disais, les gens sont à même de pouvoir juger, d'amener leur avis. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu démontres le contraire en expliquant tout ça. En fait, le football, il est souvent comparé aux échecs. Et je pense que ça s'est déjà entendu pas mal de fois. Je crois que d'ailleurs, j'ai plus son nom, mais le champion du monde d'échecs, je crois qu'un jour, il a expliqué qu'il s'est inspiré d'un match de foot pour pouvoir avoir un coup d'avance justement sur sa partie. Je ne sais plus exactement les termes, mais je crois que je ne suis pas très loin de ça. Et en fait, pour moi, le football, c'est un jeu d'échecs, en fait. C'est un jeu d'opposition. Donc forcément, quand on dit jeu d'opposition, il y a un adversaire qu'il faut manier. Et par rapport à ça, c'est essayer de toujours avoir un coup d'avance, en fait, par rapport à l'adversaire, pour pouvoir, à un moment donné, justement, avoir ce coup d'avance et pouvoir en tirer profit. Donc ça, il y a deux équipes qui s'opposent, parfois avec des schémas ou des organisations d'équipes différentes. Parfois, ça superpose. Donc quand ça superpose, où est-ce qu'on va être en capacité d'aller chercher des supériorités, des espaces ? Donc en fait, il y a beaucoup de réflexion. Après, qu'à l'intérieur de ce contexte-là, il y a des personnes qui soient plus à même d'amener de la réflexion ou d'autres peut-être qui soient moins capables de le faire. Oui, mais comme dans tous les contextes, tous les métiers, il y a des fois, je suppose, dans le milieu de l'entreprise, des personnes qui sont plus à même d'amener de la réflexion, d'autres peut-être moins, et ils sont dans des rôles différents, et ça se passe très bien. Totalement, et c'est un split de compétences qui est nécessaire. Si on passe à autre chose que cette masterclass de coaching que tu viens de nous offrir, si on parle de Montpellier, la période entre Montpellier et l'OL, Jean-Michel Aulas, c'était en 2004, si je ne dis pas de bêtises, ton départ. Oui, 2004. Il a démarré, en 2004, Jean-Michel Aulas débarque et fait un peu son supermarché à Montpellier. C'est-à-dire qu'il vient prendre les meilleures joueuses de Montpellier, toi, parmi ces joueuses. Raconte-moi cette rencontre. Comment ça s'est fait ? Est-ce que vous visitez l'OL ? Tu reçois un appel de Jean-Michel Aulas ? Comment ça se passe ? Non, à l'époque, c'est vrai qu'on était très performants avec Montpellier. J'avais eu la chance de rejoindre le club et de connaître le président Louis Nicolin, qui a été le premier à réellement croire au football féminin et à donner des moyens, en tout cas à aller vers le semi-professionnalisme. J'ai passé 4 superbes saisons à Montpellier. J'ai pris énormément de plaisir. On a gagné aussi des titres. 2 Et du coup, après, en fait, tout naturellement, on va dire que Lyon a eu de l'ambition pour son équipe féminine, le président Jean-Michel Aulas. Et en fait, quand il m'a contacté, ça a été quasiment une évidence. Alors, ça a été un déchirement quand même, je dois le dire, parce que c'est vrai que je suis quelqu'un qui suis très attaché quand je m'implique dans un projet. Je m'attache assez rapidement en personne. J'avais une relation assez proche avec le président Louis Nicolin et ça a été assez déchirant parce qu'en fait, quand le président Jean-Michel Aulas est venu,
il avait des moyens très supérieurs, financiers, mais pas que. Il avait une ambition aussi qui était supérieure parce que tout simplement, voilà, il avait une dominance à l'époque avec son équipe masculine et il avait la volonté, en fait, dans son discours, de pouvoir gagner une Coupe d'Europe et la Champions League très rapidement. Il a eu la sensation que vous l'aviez trahi en partant? Ouais, du coup, en tout cas, pour moi, c'était le cas. Il l'avait exprimé, donc ça avait été un moment assez difficile. Je pense que sur le fond, il l'a compris, mais sur la forme, c'était un moment difficile à vivre pour lui. Ça a été difficile aussi à vivre pour moi, mais comme je le disais, je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir ses ambitions. Et en fait, pour moi, la vision, elle était claire. Je savais que l'OL allait gagner une Ligue des Champions par rapport au discours du président Jean-Michel Aulas, et je savais que c'était le club où il fallait aller si à un moment donné, je voulais grandir aussi. Tout simplement parce que le président Nicolin a eu énormément d'ambition, mais à un moment donné, il a été freiné par l'aspect financier et c'était difficile pour lui de pouvoir concurrencer Jean-Michel Aulas à ce moment-là. Parce que donc, Jean-Michel Aulas était le premier à vous proposer de vrais contrats pro, sans double projet finalement. Ouais, alors ça a été d'abord du semi-professionnalisme aussi parce qu'en fait les contrats professionnels n'existaient pas. Le contrat fédéral, le premier contrat professionnel a été mis en place en 2009. Donc en fait on a quand même eu 3 années où on était obligé d'avoir un contrat de salarié. Ouais. Par exemple moi je travaillais à OLTV et du coup on avait des horaires aménagés qui nous permettaient de nous entraîner à des horaires raisonnables. Mais du coup, ça a été dans un premier temps ça. Et à partir de 2009, les joueuses sont tous passées sous contrat professionnel. Je suis tombée sur des archives de l'INA, un reportage sur France 3 de toi, qui était secrétaire au siège de Montpellier. Ouais. Et je regardais ces images, je les ai trouvées géniales parce que, en fait, je me demandais si dans cette situation-là, où depuis toute jeune, tu as toujours voulu être joueuse de football, point, est-ce que tu as eu des moments où tu te disais, mais ça ne va pas assez vite, je perds en motivation, je vais abandonner le foot et je vais rester secrétaire toute ma vie? Non, j'ai jamais eu de moment où j'ai voulu abdiquer. Tout simplement parce que je pense que j'ai eu la chance de faire partie des bons projets. En fait, quand Louis Nicolin a voulu faire progresser le football féminin, je faisais partie du projet. Quand Jean-Michel Aulas a voulu accélérer vers le professionnalisme, j'ai fait partie de ce projet-là. Et j'ai toujours eu la chance de côtoyer des personnes ambitieuses. Et du coup, par rapport à ça, j'ai plutôt eu la chance en fait, d'être dans des clubs et dans des projets qui, à un moment donné, avançaient et allaient dans la bonne direction. Est-ce que tu as eu la chance ou tu es allé chercher cette chance? Il y a un peu des deux. Forcément, j'ai eu un peu de chance d'être dans le bon wagon, mais j'ai fourni énormément de travail. Et c'est aussi grâce au travail fourni que j'ai pu me retrouver dans ces situations-là. Donc tu arrives à l'OL. Pendant les 2-3 premières années, c'était encore une domination montpelliéraine et Jusy, si je dis pas de bêtises. Et progressivement, vous avez... Non, je me Ouais, trompe? alors, du coup, on arrive à l'OL en 2006 Ouais. et du coup, dès la première année, on gagne le titre de championne de Ok, France. ok. Ouais. C'est plutôt la Coupe de France qu'on a eu du mal à gagner dès les premières années, mais par contre, dès 2006, on a pu gagner. À l'époque, il y avait Elodie qui était du coup à Montpellier, qui essayait de nous concurrencer. Ils avaient gagné la Coupe de France d'ailleurs. Et d'ailleurs, parlons d'Élodie parce que on l'a reçue sur Joueuse. Et moi, il y a un moment qui m'a beaucoup touchée parce que tu disais, je suis très attachée au club, j'étais très attachée encore, malgré son décès, à Louis Nicolin. Élodie nous a raconté qu'à son arrivée au club, tu l'avais accueillie justement chez toi, que tu avais pris soin justement d'elle, que tu l'aidais de Clairefontaine jusqu'à Montpellier. C'est important pour toi de transmettre de cette manière-là? Ouais. À l'époque, on était avec Camille Abillet en colocation et du coup, Elodie était à Clairefontaine. Donc, nous, c'est quelque chose qu'on avait vécu avec Camille. Donc, on savait que le week-end, c'était important pour les joueuses comme Elodie qui nous rejoignaient d'avoir un petit cocon. Donc, ouais, j'ai toujours eu une famille assez grande. Alors, on n'est que 3 enfants dans ma famille, mais beaucoup de cousins, cousines. Et du coup, c'est des valeurs qui me sont importantes de pouvoir permettre à des joueuses plus jeunes en plus, en âge, de pouvoir bien se sentir. Et on a essayé, en tout cas, avec Elodie, voilà, de faire en sorte que le week-end, elle se sente comme chez elle et qu'elle puisse avoir un pied-à-terre à Montpellier. Nous, on avait eu l'opportunité d'être le week-end quand on descendait comme ça dans des hôtels. Mais je trouve que c'est toujours mieux quand on peut le faire, de pouvoir voilà, être avec des joueuses qu'elle connaissait.
en toute sécurité aussi. Voilà, on était bienveillante avec elle, on prenait soin d'elle. Et on apprenait aussi, on lui apprenait un petit peu la vie avec notre vision des choses. J'ai cru comprendre d'épisode en épisode, on nous raconte plein d'anecdotes sur ce qui s'est passé à Clairefontaine quand vous étiez en formation. On a eu l'anecdote du kebab, bref, de plein de trucs. On nous a dit qu'il y avait une personne en particulier à Clairefontaine qui mettait beaucoup d'ambiance et que c'était toi. Oh non, si. Non, on nous a dit ça. Alors, non, ça c'est des mensonges. C'est vrai. Je pense que ça fait partie du personnage aussi. Non. Après, je suis très sociable et j'aime passer du temps, mais je connais les limites. Je suis pas bonne danseuse, par exemple. C'est pas moi qui vais aller ambiancer en boîte de nuit. D'ailleurs, il me semble que tu étais censée chanter une chanson pour ton arrivée à Chelsea en conférence. Je l'ai fait. Tu l'as fait? Ah, pas en conférence de presse. Non. Je l'ai fait avec les joueuses et le staff aux États-Unis. Ouais. Et pas d'image. C'est la première fois d'ailleurs que j'ai été bisutée. Première fois de toute ma vie, parce que je ne l'ai jamais été quand j'étais joueuse et je ne l'ai jamais été en tant qu'entraîneur. Et alors, c'était quoi la chanson? Alors, il n'y a pas d'image, du coup, parce que je les ai menacés, clairement. Je leur ai dit que si des images sortaient, du coup, je me mettrais très en colère. Mais on a chanté une chanson française qu'on a mis à la mode de Chelsea. En fait, on a fait ramener la coupe à la maison et on a mis tous les noms des joueuses de Chelsea. C'était assez sympa. Par contre, en termes de rythme et on va dire de ton de voix, c'était pas extraordinaire. Je suis sûre que quelqu'un a dû filmer ça. C'est sûr, il y a des images, mais elles sortiront pas. On va essayer de les trouver. Je veux qu'on parle de cette notion de culture de la gagne. Dis-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que dans cette notion de culture de la gagne, il y a toujours un esprit d'outsider. Et pourquoi je dis ça? Parce que avant de gagner, justement, on perd, et on repère, et on connaît des challenges, et on a besoin d'avoir cet esprit de conquête pour aller chercher une victoire. Et on dit souvent justement que les plus grands sportifs, entrepreneurs, créateurs ont ce sentiment de continuer à être outsider pour aller chercher des victoires. Est-ce que tu gardes cet esprit d'outsider? Ouais, enfin, ce que moi je dirais, c'est qu'il a fallu des échecs avant de connaître la victoire et que ça fait partie du process et que malheureusement, c'est le prix à payer parfois pour apprendre et surtout avancer et ne pas reproduire. Donc oui, des échecs, on en a eu. On a souvent été outsider et dans cette position, il a fallu faire nos preuves et parfois ça a été difficile. On a eu des moments difficiles et je pense que voilà, même si c'est dur pour moi de le dire parce que je suis très impatiente quand on arrive à parler de la performance et de gagner, mais ça fait partie de l'apprentissage et parfois il faut passer par là pour apprendre et surtout ne pas reproduire les mêmes erreurs. Et comment on fait pour ne pas reproduire les mêmes erreurs? Du coup, déjà, ça fait mal en termes d'émotions. Donc, on essaye de s'en souvenir pour pas avoir à vivre les mêmes émotions. Et après, je dirais que plus personnellement, moi, en tout cas, c'est une fois qu'on rentre sur le terrain, il faut pas avoir de regrets. Il faut tout donner. Le job du coach est de faire le plan de jeu pour l'équipe, que les joueuses sachent exactement ce qu'elles doivent faire sur le terrain, sur le plan technique et tactique. Et après, sur le plan de l'investissement, c'est tout donner, quoi. Ne pas avoir de regrets. Et je pense qu'à un moment donné, même si c'est encore un peu douloureux pour moi d'en parler, mais si on parle de la finale de la Ligue des Champions face à Barcelone cette année, ça a été un moment difficile de perdre, bien évidemment. Mais je pense que sur le moment, en tout cas, on a donné tout ce qu'on pouvait et je pense que c'était difficile de faire beaucoup plus. Donc parfois, il faut aussi reconnaître que voilà, l'adversité est meilleure ou ce jour-là, en tout cas, a été meilleur. On a reçu Selma Bacha le lendemain sur Joueuse et c'est ce qu'elle nous expliquait, qu'elle était fière de l'équipe parce que l'équipe avait tout donné et que c'était pas effectivement le résultat n'était pas là mais que l'équipe était présente et qu'elle était fière de ça et que c'est ce qu'elle conservait en tout cas comme souvenir pour s'en remettre. Ouais, des fois c'est dur, hein, c'est dur de perdre, c'est évident, mais parfois il faut, on le disait tout à l'heure, en termes d'émotion, il faut savoir reconnaître aussi que l'équipe adverse a bien fait le job et que voilà, il faut être dans ces moments-là aussi capable de ressortir peut-être un petit peu de positif et la fierté de se dire on avait atteint la finale et on a en tout cas sur le moment présent donné tout ce qu'on pouvait donner, ça fait partie des choses à retenir. Et je trouve qu'en parlant de cette joueuse en particulier, Selma Bacha, elle représente cet ADN de donner tout ce qu'il faut donner, parfois même beaucoup trop. À l'extrême, ouais, mais c'est Selma, en fait, ça fait partie de son personnage. En tout cas, pour un entraîneur, c'est très appréciable d'avoir ce type de joueuse qui, à un moment donné, sur le terrain, va se surpasser. Et puis, ça montre l'exemple aussi à l'ensemble de l'équipe et ça permet à l'équipe de la tirer vers le haut.
l'attractivité d'un championnat, c'est à la fois un avantage et aussi un danger quand le championnat n'est pas assez attractif. Aujourd'hui, c'est un danger aussi pour les coachs des championnats, du championnat français, puisque c'est compliqué de ramener des joueuses françaises, finalement, enfin des joueuses étrangères, pardon, en France. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui a été complexe pour toi à un moment? Oui, oui, en tout cas, on sentait que moi, j'ai vécu les deux périodes. J'ai vécu la période où, quand on prenait le téléphone et on appelait une joueuse, au bout de 2 minutes, c'était fait. En fait, il n'y avait même pas besoin de la convaincre. Toutes les joueuses savaient que venir à Lyon, c'était là où il fallait aller. Aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus difficile. Il faut argumenter, il y a de la concurrence. Les clubs sont capables de s'aligner sur ce que vous pouvez présenter. Et effectivement, à partir du moment où plusieurs clubs sont capables de vous offrir la même chose, ce qui peut faire la différence après, c'est la compétitivité du championnat. Et aujourd'hui, voilà, je pense qu'il y a eu une prise de confiance en France. Les choses avancent. Il y a eu, voilà, à un moment donné, un temps de retard qui est important maintenant. Donc, il faudrait que ça avance le plus vite possible quand même pour pouvoir rattraper ce retard et faire en sorte d'attirer et de garder aussi les meilleurs éléments, que ce soit les joueuses, mais aussi les coachs. Tu parlais dans une interview de la remise en cause du championnat, des institutions. Est-ce que tu trouves que la France est assez remise en cause? Non, pas assez à mon goût en tout cas. Il y a eu une prise de conscience dernièrement, il y a des choses qui avancent dans la bonne direction, il faut le dire aussi, mais pas assez. Pas assez. Je pense que aujourd'hui, il est encore trop tôt pour moi de comparer, mais c'est vrai que quand on voit la machine qui s'est mise en place, quand je parle de machine qui s'est mise en place ici en Angleterre, on ne parle pas juste voilà, d'une ligue professionnelle, on parle d'énormément de personnes qui travaillent sur tous les plans, sur le plan sportif, sur le plan commercial, sur le plan du sponsorship. Et en fait, là, je vous parle d'une centaine de personnes qui travaillent en faveur du développement du football féminin, en faveur de la compétitivité de la ligue anglaise. Et ça fait toute la différence. Aujourd'hui, on a besoin d'avoir plus de personnes en France qui sont convaincues par le football féminin. On a besoin de personnes qui aient plus de moyens pour pouvoir faire avancer le foot féminin. Et même si c'est une très bonne nouvelle que le président Jean-Michel Aulas soit à la tête de la ligue professionnelle, tout seul, ce sera quand même difficile pour lui. Et il a besoin d'avoir du soutien, mais pas que de 2 ou 3 personnes, de l'ensemble du pays en fait. Totalement. Et c'est la plus grosse différence, je pense. Les Anglais ont réussi à marketer ça comme un vrai produit, finalement. Parce que exactement. Ce qu'on a du mal à faire en France, effectivement, il y a des progrès qui sont faits d'année en année. Et c'est effectivement intéressant de toujours garder un point positif et tout en remettant en cause les différents éléments. Je veux qu'on reparle de ta période en équipe de France pour finir sur ça. On t'a posé 36 000 fois la même question, de savoir qu'est-ce que ça fait de n'avoir gagné aucun trophée avec l'équipe de France. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas réellement ça, c'est de savoir à quel moment, toi, Sonia, en tant que personne obsessionnelle, passionnée par ce que tu fais, à quel moment tu as arrêté de te faire les matchs dans ta tête, ces défaites? Parce que j'imagine que tu as dû les tourner en tête et en boucle des milliers de fois. Ouais. À quel moment tu as arrêté de faire ça? Dire un moment précis, ce sera difficile, mais c'est un regret éternel. En fait, c'est un regret éternel. Je dirais que ça a été assez présent dans ma vie pendant de nombreuses années, même après avoir arrêté ma carrière en 2013. Je dirais à peu près jusqu'en peut-être 2020-2021. Toute la période où j'étais un peu à l'académie encore en tant que directrice. À partir du moment où peut-être j'ai basculé sur le rôle de manager et coach à Lyon, ça a été un peu différent parce que j'ai pu revenir à cette adrénaline de la haute compétition et ça m'a un peu switché dans ma tête. Mais encore aujourd'hui, en fait, pas moi personnellement, mais c'est les gens autour de moi qui me rappellent que certainement, en voyant tout ce qui s'est passé depuis et encore avec malheureusement, mais l'échec l'année dernière à la Coupe du Monde et cet été au JO, malheureusement, peut-être que la génération qui était la plus proche de décrocher une médaille, c'est celle de 2011-2012, avec la Coupe du Monde en Allemagne et les JO en Angleterre à Londres. Donc, parfois, ça me remet un peu à penser à tous ces regrets qu'on aura à jamais, je pense, parce que je vais être dur. Je le sais, je vais être dur, mais je pense qu'on avait l'équipe pour, mais on n'avait pas l'entraîneur pour. Et aujourd'hui, ça laisse beaucoup de regrets, vraiment beaucoup. Je dis souvent que quand on est entrepreneur, coach, qu'importe, on doit avoir
un bon ego, mais un ego tellement démesuré qu'on peut se sentir capable de trouver la solution que personne n'a trouvée. Ouais. Est-ce que tu veux trouver cette solution un jour que personne n'a trouvée? Là, actuellement, tu es à Chelsea, évidemment. C'est ce qui compte le plus pour toi. Mais est-ce qu'un jour, tu voudrais réaliser ce challenge-là? Non, ouais, franchement, pour l'instant, je suis complètement focus à Ouais. Chelsea, vraiment. Parce que, comme je disais tout à l'heure, quand je m'investis dans un projet, je suis complètement présente dans ce projet. Maintenant, j'ai eu l'opportunité, je ne vais pas le Mm. cacher, avant de Oui. choisir Chelsea, de pouvoir penser à l'équipe de France. Pour moi, c'est un métier différent, déjà. Sélectionneur et entraîneur en club. Je me sens plus proche du métier d'entraîneur en club au quotidien, d'avoir tes joueuses au quotidien. Le métier de sélectionneur, on verra peut-être plus tard. Mais comme je disais, je ne suis pas quelqu'un qui me projette et qui ait des plans de carrière. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai plutôt la chance que les choses sont venues à moi. Et par rapport à ça, en fait, je laisse venir, ça me va bien. Et là, je suis hyper heureuse, je vis le moment présent. Je sens que ce projet à Chelsea va être quelque chose de phénoménal et d'exceptionnel, à la fois pour moi personnellement, mais l'expérience qu'on va vivre ensemble. Et j'ai vraiment envie de la vivre à 300% et de ne pas me poser d'autres questions. Et si jamais vraiment plus tard ça devra venir, eh ben, on verra. Mais vraiment, je kiffe mon temps ici et j'ai envie de le kiffer. Et avant-dernière question, qu'est-ce qui t'excite le plus en pensant au premier match qui arrive le 21 septembre, il me semble? Ouais, c'est ça. Alors le vendredi 20, Ouais. je crois, contre Aston Villa. En fait, j'ai juste envie que pour ce premier match, on puisse déjà sentir que c'est un nouveau Chelsea. Tout en respectant tout ce qui a été fait avant, hein, en termes de succès, de trophées, de travail aussi, mais de sentir que c'est une nouvelle saison, une nouvelle ère, on en parlait, que déjà les fans puissent vraiment sentir la différence, surtout que on puisse marquer cette première rencontre avec une victoire. Et je l'ai dit, c'était peut-être un peu moins le cas en France, mais j'ai vraiment envie aussi de pouvoir faire en sorte que mon équipe donne du plaisir aux fans qui viennent au match. Et c'est vraiment un objectif important pour moi. Donc je me fixe aussi ce challenge de pouvoir vraiment faire en sorte que l'équipe de Chelsea soit fun to watch. Donc gagner avec l'art et la manière. Exactement. C'est Génial. dur, mais c'est un objectif ambitieux et que j'ai envie avec mon staff d'atteindre. Excellent, super objectif. Et j'imagine qu'il y a une joueuse qu'on va potentiellement voir un peu plus, qui s'appelle Erin. Ouais, Kudberg. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est une joueuse que tu vas valoriser de par ton style de jeu un peu plus? Ouais, en tout cas, c'est une joueuse qui me ressemble beaucoup quand j'étais joueuse. C'est une joueuse que j'apprécie énormément à la fois sur le terrain et en dehors. Elle a vraiment la bonne mentalité. Elle fera partie sans contestation de mes leaders sur et en dehors du terrain. Sonia, j'ai une dernière question pour toi et c'est ma question préférée. Vraiment. Parce que Ça me fait peur. Non, pas nécessairement. Non. Je trouve qu'elle est tout aussi complexe que la première qui est est-ce que tu peux te présenter? Et à chaque épisode, la réponse est totalement différente et je trouve à chaque fois fascinante, donc je te mets énormément de pression. Dans la vie de tous les jours, tu te mets énormément de pression, une bonne pression pour aller gagner des titres. Tu en as remporté 36 000. Tu nous as fait vivre des moments incroyables quand on a eu l'occasion de les voir, parce qu'il y en a qu'on n'a pas pu voir malheureusement. Mais dans la vie de tous les jours, pourquoi tu cours? Mes enfants. Je pense que c'est une réponse assez simple, mais ma famille, c'est ce qu'il y a de plus important. À la fois ma famille très proche, mais ma famille aussi plus éloignée. Et, c'est tellement important d'avoir ces personnes-là qu'on aime au quotidien et qui vous apportent aussi de l'amour. C'est pour ça aussi que je vis quotidiennement. Et on peut en attester parce que et si tu me permets de le dire, mais le premier réflexe que tu as eu en arrivant dans cette salle, exactement, c'est de montrer à Elodie des photos de tes enfants parce que c'était leur rentrée des classes. Ouais, c'est ma fierté, c'est sûr. Et du coup, je sais que pour eux, c'est pas évident de faire ce mouvement, de venir en Angleterre, et que c'est aussi un peu moi qui leur ai imposé au départ ce choix. Parce que je pense que quand Louane a découvert qu'on discutait avec Chelsea, son premier réflexe, ça a été de rayer le badge de Chelsea en me disant « tu resteras à Lyon ». Et puis du coup, maintenant, ils sont super heureux. Mais je sais que ça demande un peu d'effort, d'adaptation. Mais je sais qu'à la fin de cette expérience, on verra dans combien de temps ils seront tellement différents, mais tellement bonifiés. Donc c'est tellement important pour moi et j'en suis fière. Super contente pour toi que tu puisses réaliser ces challenges-là et aussi offrir ça à tes enfants parce que c'est une... J'espère qu'un jour, ils reverront ça et qu'ils se rendront compte de la chance qu'ils ont de pouvoir grandir dans un pays étranger, d'apprendre une nouvelle langue, d'être bilingue. C'est incroyable. Last question, Sonia. En anglais? En anglais. Yes, in English. Who should we invite in this podcast to tell us their incredible story? Which player?
Which player? Oh, that's hard to say, but the obvious one is Millie Bright. Oh, wow. And I have to say, I knew Millie as a player, but I'm really impressed with her as a person. She's a really great person, and I'm really surprised, and on the same time really happy to have the opportunity to have her in my squad. So can you look at the camera and invite Millie Bright on this podcast? So Millie, I'm so sorry for that, because I know you already have a lot of... You're sorry. I have to inviting be her now honest, with the because no, the podcast is so good, and but I know she has a lot of... how do you say, Lydia? Requests, and so, but you have to come and talk to the French podcast. But I know you will be the best person to do that. Great, thanks Sonia. Merci beaucoup. Merci à vous. Et bonne saison. Amuse-toi bien. Merci, ouais, on va s'éclater. Merci Sonia. Merci. Sorry guys. Merci Sonia. They just came from France, so it was one reason to play. Oh, no, it's How long? lovely. 2 hours? It's lovely. 2 hours, lovely. I don't know.